Je voudrais d'abord ouvrir cette présentation en rappelant une vérité qui est simple mais essentielle. Dans les grands bouleversements du monde, quand les repères vacillent et les certitudes s'effacent, les associations, je pense que c'est important de se le rappeler ici, les associations sont et demeurent des piliers silencieux, nous disions même invisibles de temps en temps, mais en tout cas silencieux, constants et profondément humains. C'est vraiment le signe qui rallie l'ensemble des associations et qui crée cette union entre toutes les structures dites non lucratives, associations loi de 1901, et je pense que ce mouvement associatif est extrêmement important dans le monde dans lequel nous vivons. Pour commencer mon intervention, je voudrais rappeler cette phrase de Saint-Exupéry qui est d'ailleurs à l'entête du rapport d'activité de la direction générale et qui dit « La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes ». Aujourd'hui, donc, dans cette époque que nous vivons qui est tapissée d'incertitudes, de mutations brutales, de tensions sociales, de tensions territoriales, et dans ce monde, comme l'a rappelé le vice-président, fragmenté, les associations sont plus que jamais des repères. Elles sont des lieux de lien, de relais, de fraternité, des expérimentatrices de solutions face aux vulnérabilités. On a la faculté dans ces associations de pouvoir expérimenter, de pouvoir essayer. Et je pense que c'est ça la grande force de notre secteur d'activité. L'ALEFPA fait partie des grandes associations et fait partie des grandes associations qui n'ont jamais dévié de ce cap. Accompagner chacun dans son projet. C'est avec humanité et exigence que notre association porte à la fois ses valeurs, mais aussi cette mission, accompagner chacun dans son projet. Quel plus belle signature pour une association. Et cet engagement social, sociétal, mais aussi social, économique, mais aussi sociétal de l'ALEFPA, c'est celui de participer à la construction d'une ambition commune, celle de faire société ensemble. Respecter les personnes qu'on accompagne, respecter les êtres humains. J'entendais hier matin à la radio Éric Orsena qui parlait et qui indiquait, on parle d'être humain. Finalement, comment on définit un être humain ? Parce qu'il est et parce qu'il est humain. Et quand on entend dans certaines prises en compte des publics fragiles que l'on accompagne, je ne suis pas sûr qu'on se considère tous comme étant êtres humains à égalité. Et je crois que le rôle des associations, notre rôle, on le rappelait, l'ancien président Michel Caron, ici présent, rappelait qu'il n'y a pas deux humanités, il n'y en a bien qu'une, et nous sommes humains, et les personnes que nous accompagnons sont des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains à égalité de droits et d'intérêts. 2024, pour l'ALEFPA, a été une année d'affirmation. L'affirmation de notre identité, de notre capacité à innover et à nous adapter. Ça a été aussi l'affirmation de notre ancrage dans nos territoires. Là où les besoins sont les plus criants, là où l'action publique vacille parfois, où notre engagement, l'engagement des associations et celui de l'ALEFPA en particulier, prennent le relais. Pour faire tout cela, l'ALEFPA n'est pas neutre. Elle porte une vision du monde, Madame la secrétaire générale l'a rappelé tout à l'heure, une vision d'une société où la laïcité, l'égalité, la fraternité, la dignité ne sont pas des mots, mais sont des repères. Dans une époque qui est marquée par la violence, le repli, la fragmentation, nous croyons que le respect est la meilleure réponse. Le respect des personnes, des différences, des parcours, des histoires. Et je voudrais à cet égard vous raconter une anecdote. Nous avons en charge des enfants qu'on dit des enfants de l'ASE. Nous avons en charge des enfants qu'on dit des enfants de la PJJ, entre autres publics. Et dans ce cadre-là, nous avons des établissements à construire et à installer. Il y a quelques années, nous avons été retenus dans le cadre d'un appel à projet pour construire un centre éducatif fermé. Vous l'avez entendu par monsieur le commissaire aux comptes. On a immobilisé déjà un certain nombre de dépenses sur ce projet. On a cherché des lieux pour nous accueillir. C'est toujours compliqué. Alors, on ne peut pas vous prendre parce qu'on a déjà suffisamment de pauvres dans notre ville. On ne peut pas vous prendre parce que la population est difficile. Et finalement, on se dit, on va aller dans une ville où on est déjà implanté depuis longtemps, une ville historique de l'ALEFPA, où on est connu, respecté, accepté. Et on dépose un projet, on présente le projet, on avance. Et finalement, même là, on s'est fait rejeter. Et je pense que c'est un signe fort. C'est même pas un signal faible, c'est un signe fort
de l'évolution de notre société. Je dois dire à tous les professionnels qui sont ici, nous continuerons à nous battre pour que nos établissements puissent s'implanter. Nous chercherons toujours la bonne implantation pour faire en sorte que les enfants... Vous savez, les enfants, ils naissent pas délinquants. Hein. Ils deviennent délinquants. Et vous savez, les enfants, ils naissent pas à l'ASE. Ils sont à l'ASE. Et notre devoir à nous, professionnels, c'est de trouver les meilleurs moyens pour les accompagner, pour en faire des citoyens comme ils doivent l'être dans une société comme la France. Et je pense que dans cette ville, proche de Lille, si vous écoutez l'ancien garde des Sceaux, on a même parlé en citant cet exemple. Donc, dans cette ville, le maire a été jusqu'à changer le plan le PLU pour faire de notre terrain, qui était terrain à bâtir, un terrain agricole, en espérant nous empêcher de construire notre centre. Finalement, ce n'est pas cette mesure qui l'a empêché, c'est une décision politique qui a décidé que notre centre ne se ferait pas sur cette ville-là. Et les gens de la ville en question, je ne sais pas si parmi vous il y en a, les gens de la ville en question, leur principale revendication, c'était de dire, mais vous comprenez, vous n'allez pas mettre des délinquants dans notre ville, c'est pas pour notre milieu social. Cette conclusion par rapport à cet exemple, c'est de dire que nous devons nous battre. Il n'y a pas d'endroit où les publics qu'on accompagne ne doivent pas être acceptés. Ils ont le droit. Un enfant de l'ASE est d'abord un enfant. Un enfant de la PJJ est d'abord un enfant. Un adulte handicapé est d'abord un être humain. Et il faut qu'on se batte et il faut qu'on continue à se battre. Et je pense que ça, c'est notre combat de tous les jours. J'espère que, pour conclure l'histoire du CEF, que demain matin, nous aurons une autre option pour installer ce CEF dans une autre ville qui, celle-là, semble plutôt positive pour accueillir et faire société avec les enfants que nous prenons en charge. Je ferme cette parenthèse et je vous prie de m'en excuser. Nous savons, les associations comme la nôtre jouent donc un rôle irremplaçable dans la cohésion sociale. Nous sommes des amortisseurs de crise de temps en temps, mais nous refusons par contre d'être des variables d'ajustement budgétaire. Notre plaidoyer pour un financement digne, lisible et prévisible est aussi un acte politique. Les associations ne vivent pas à la traîne des budgets de l'État. On ne dit pas que Bouygues est à la traîne des budgets de l'État parce qu'il construit des routes. On dit Bouygues construit des routes. Nous accompagnons des personnes, nous accompagnons des publics et l'argent qui est confié aux associations n'est pas un argent qui est donné par pitié, par bonté d'âme, c'est un argent qui est gagné par le travail qui est fait par les plus de 4500 professionnels de l'ALEFPA et par votre engagement, les adhérents et les administrateurs. Nous, aujourd'hui, à l'ALEFPA, à travers 24 départements, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, nous agissons concrètement pour l'accès au droit, pour l'inclusion, pour la reconstruction des parcours de vie qui ont été abîmés. Et je salue ici nos collègues de Martinique qui prennent, et de Saint-Martin, puisqu'elles sont ensemble. Donc si je cite la Martinique, je cite Saint-Martin, qui est notre plus récente directrice, puisque la directrice de Martinique a 3 semaines d'ancienneté, et qui prend en charge des femmes victimes de violences. Et quand on écoute les parcours de vie de ces personnes, on se dit que le rôle est essentiel de les accompagner avec humanité, avec empathie et avec bienveillance. Nous sommes là où nous devons être. Nous sommes là parfois où les autres hésitent à aller. Mais notre association, donc, qui se dit et qui se veut association des territoires, ça n'est pas seulement dans ses racines, mais c'est aussi dans sa manière d'agir, de gouverner et de penser l'avenir. Notre réponse doit toujours être ancrée dans l'humain, dans la proximité, dans le respect absolu de la personne accompagnée. Il y a de temps en temps, quand on parle aux gens, la crainte que la personne accompagnée ne se sente pas à l'aise. Il faut que la personne accompagnée se sente votre égal quand vous êtes avec elle. Il faut que la personne accompagnée se sente une citoyenne, une personne digne et de plein droit. De temps en temps, quand on va dans certaines instances, on se rend compte que si on a M. Ada, qui n'est pas une personne handicapée, et M. Vandenberg, qui en serait une, on lui dit « Monsieur Ada, je vous en prie, installez-vous, et Eric, tu veux bien te mettre à côté de Monsieur Ada ?» Et je pense que quand on entend ça, moi, ça me met en colère. L'ALEFPA est donc, au-delà de tout cela, un acteur important de l'économie sociale et solidaire,
Et je rappelle que ce secteur de l'économie sociale et solidaire est central dans la France. C'est la troisième voie. C'est la troisième voie entre le secteur public et le secteur privé lucratif. Et il représente 10% des emplois en France. Donc nous faisons partie d'un secteur d'activité extrêmement important pour l'économie de notre pays et pour l'économie de l'Europe, au-delà de nos missions. La puissance d'action de l'ALEFPA dans ce cadre repose sur des faits. En 2024, nous avons accompagné plus de 20 000 personnes dans les différents services que nous avons en charge. Nous avons eu 477 nouvelles places autorisées, 12 via 12 nouveaux projets, 18 ouvertures d'unités, 2 fusions réussies, on en a parlé tout à l'heure. 3 466 personnes supplémentaires ont été accueillies et prises en charge. Cela représente avec un renforcement de 6,75% de nos effectifs. Notre développement en 2024 a représenté une augmentation de nos recettes, le trésorier l'a rappelé, de 39 millions d'euros. 39 millions d'euros, pour avoir un ordre d'idée, ça correspond pour nous à l'équivalent d'un territoire. Ça correspond à l'équivalent du territoire Bourgogne-Franche-Comté ou Caraïbes. Donc ça veut dire qu'en une année, on a augmenté nos activités de l'équivalent d'un territoire. Il faut imaginer comment on peut absorber une telle croissance. Et cette croissance n'est pas liée qu'à la croissance externe. On parle depuis une dizaine d'années des croissances externes que nous avons réalisées. Mais dans ces 39 millions d'euros, il n'y en a que 43% qui sont liés à la croissance externe et les 57 autres pourcents sont liés à de la croissance interne. C'est-à-dire que les établissements répondent à des appels à projets, se lancent dans des nouveaux projets, se positionnent sur des extensions de places parce qu'il y a des besoins. Je citerai ici, par exemple, la Vendée. Je ne sais pas si notre directeur de Vendée est là. Il est en haut toujours, voilà, habituellement. En Vendée, où on a commencé par faire une expérimentation sur un dispositif d'hébergement permanent. Que rappelait le vice-président tout à l'heure, c'était une maison, puis 2. Et là, on est en train de discuter pour en faire une 3e. Voilà cette croissance interne qui est à bas bruit, mais qui représente, somme toute, la moitié de notre développement sur l'année 2024. Cette croissance doit être contrôlée, responsable et centrée sur les besoins qui se présentent. Elle s'appuie sur une gestion rigoureuse, une direction générale qui est présente sur le terrain, qui est à l'écoute de la réalité du terrain. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance en 2024, puisque j'ai dû faire l'intérim de la direction territoriale de la Caraïbe, ce qui m'a permis de me rajeunir de 25 ans, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc de retourner sur le terrain et de me rendre compte que finalement, il y avait un boulot extraordinaire. On a des collaborateurs fantastiques et on a aujourd'hui une équipe sur la Caraïbe qui fonctionne bien. Et je suis très heureux de passer la main là, dans quelques jours au prochain directeur territorial de la Caraïbe et faire en sorte que ce territoire puisse reprendre sa place dans notre développement. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que nous avons la nécessité à la direction générale d'être tout le temps en lien avec le terrain. On ne vit vraiment l'ALEFPA que quand on va sur le terrain. Les administrateurs, on les invite à aller sur le terrain, à rencontrer les professionnels, à rencontrer les personnes accompagnées. C'est ça la vraie vie de l'association. C'est ça la vraie vie de l'ALEFPA. C'est d'aller sur le terrain, discuter avec un jeune, discuter avec un professionnel, faire du sport avec les jeunes, faire du sport avec les professionnels. Je pense que c'est ça qui fait vraiment notre force. Si on pense à l'impact de l'ALEFPA, aujourd'hui on parle beaucoup d'impact. Quelle est la mesure d'impact? Comment mesurer l'impact? On s'est amusé à regarder un peu quel était l'impact de l'ALEFPA. Si on prend en compte à la fois les personnes qu'on accompagne, les professionnels, un peu plus de 4500. En bulletin de salaire, je crois qu'en début d'année, c'était même un peu plus de 5000, mais en ETP, c'est 4500. Ça représente quoi? Ça représente à peu près 100 000 personnes qui gravitent autour de l'ALEFPA. 100 000 personnes, alors ça paraît abstrait, 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est la taille d'une ville comme Orléans. Donc, votre action aux professionnels, vos décisions au conseil d'administration, votre engagement aux adhérents concernent à peu près 100 000 personnes, à peu près autant d'habitants que la ville d'Orléans. Alors, la comparaison n'est pas raison, mais ça permet de se dire que quand même, l'impact de l'ALEFPA, c'est autour de 100 000 personnes.
J'avais aussi un autre exemple, mais je n'ai pas osé le sortir, je vais le faire quand même, puisqu'il est l'heure du déjeuner. Notre exemple, c'était de dire que notre budget à 310 millions d'euros, c'est presque celui du Vatican. Mais j'ai bien entendu la secrétaire générale, donc je retire cette phrase immédiatement, puisque le budget du Vatican est de 350 millions d'euros. Et je pense qu'on doit avoir conscience dans nos différentes actions de cette responsabilité. Le rapport du trésorier l'a rappelé, ça a été une année économiquement qui était un peu plus difficile que les autres, mais qui a été aussi l'année d'un effort d'investissement sans précédent, 35 millions d'euros d'investissement, avec un résultat net en repli, mais qui reflète aussi les choix qui ont été faits par le passé et actuellement, qui sont d'agir, d'investir dans les nouvelles prises en charge, comme l'aide à domicile à La Réunion. Quand on s'est lancé dans le projet d'aide à domicile à La Réunion en 2022, et en 2022, on s'est lancé dans ce projet tout en sachant que ça allait coûter de l'argent. Il fallait acquérir la compétence sur un métier que nous ne maîtrisions pas. La structure était importante, 650 salariés. Et je salue ici la directrice qui doit être parmi nous normalement. Et donc, il y avait un coût d'investissement. On l'avait évalué à 4,5 millions d'euros sur 3 ans. C'est sur cette base que le conseil d'administration s'était positionné à la proposition qui était faite par le président. Nous apprenons le métier. Et donc cette courbe d'apprentissage, nous allons finir par bien savoir gérer le métier, malgré nos contraintes, puisque, en effet, nous payons les gens en application de la convention collective, nous appliquons le droit du travail, nous appliquons la subrogation quand les gens sont en arrêt maladie, ce qui n'était pas le cas chez les précédents gestionnaires de cette association. Et donc, ça nous coûte plus cher. Il faut donc qu'on améliore l'organisation pour fonctionner mieux et pour arriver à l'équilibre de cette activité, non pas en 2025, mais très certainement, on se rapproche en 2026. Donc c'est pareil aussi pour les résidences autonomie. Les résidences autonomie, le choix qui a été fait, c'est de se lancer dans des projets de résidence autonomie pour 2 raisons. D'abord pour prendre en charge la population vieillissante, les personnes âgées, mais aussi pour tenir compte de notre volonté de mettre dans des appartements des personnes handicapées pour favoriser l'inclusion. C'est-à-dire que dans une résidence autonomie, il n'y a pas que des personnes âgées. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent s'y installer. Et donc on a aussi travaillé sur quelques-uns de ces projets dans ce cadre-là. Ce sont des métiers que nous apprenons. Et donc nous avons une courbe d'apprentissage. Simplement, la courbe d'apprentissage, ça coûte. Nous avons aussi, et le trésorier le rappelait, dans les Hauts-de-France, eu un déficit très important, mais qui s'explique là également. Il s'explique également parce qu'on a eu la prise en charge d'enfants dits, on appelle ça des cas complexes. Monsieur le vice-président parlait aussi d'enfants abandonniques, mais ce sont des cas complexes. Et donc quand vous avez un enfant qui, dans un établissement, par la vie qu'il a vécue, par la situation dans laquelle il a été, agresse et n'existe que parce ne croit exister que parce qu'il agresse, il y a tout un travail qui doit être fait par les éducateurs et qui ne peut quasiment être fait que de manière individuelle. Et donc cette prise en charge, cet accompagnement de ces enfants difficiles, ça coûte de l'argent. Et ça coûte beaucoup d'argent. Ça met en difficulté certains professionnels, ça met en danger certains professionnels, et donc ça coûte aussi en termes de management. Et je pense que tout ce travail-là, en 2024, on l'a cumulé. Et moi je salue ici les équipes des Hauts-de-France qui ont eu à porter ce dossier, ce cas difficile, et avec lesquels nous travaillons directement à la direction générale pour les accompagner dans une normalisation de cette prise en charge, parce que ces enfants sont d'abord des enfants et qu'il faut les accompagner comme tels. Un enfant, même difficile, doit avoir accès à la scolarité. Un enfant, même difficile, doit avoir une vie sociale. Et on ne crée pas des ghettos, on essaye d'ouvrir des portes. Et cette situation s'explique aussi parce que il y a eu la question du Ségur que nous évoquions tout à l'heure, mais aussi la décision qui a été prise par le conseil d'administration d'octroyer aux salariés de la LEFPA une prime de partage de la valeur en 2024 sur les résultats, sur la base des résultats antérieurs de l'association, et cette prime a pesé forcément sur les comptes de 2024. Donc c'est donc une prise de risque maîtrisée, mais qui est aussi le signe d'une association qui est volontaire, structurée et vivante. La LEFPA avance avec ambition, avec responsabilité, mais elle reste toujours fidèle à ses valeurs et à ses missions. En 2024, nous avons fondé un peu notre système, renforcé notre système managérial, que nous appelons sur un modèle qu'on pourrait qualifier de subsidiarité inversée.
C'est le terrain qui aspire la stratégie. Nos directeurs de territoire et nos responsables d'établissement sont accompagnés mais libres d'agir. Nous avons eu en début de semaine un comité de direction, puisque le comité de direction de l'ALEFPA comprend à la fois les directions fonctionnelles, mais également les directions territoriales et les directeurs de dispositifs territoriaux. Donc nous avons eu un comité de direction il y a quelques jours pour travailler, et nous allons continuer à travailler sur notre modèle d'organisation qui se doit d'être original, parce que nous sommes l'une des seules associations à avoir une telle diversité de territoire, une telle étendue d'intervention. Et nécessairement, nous ne pouvons pas avoir une organisation centralisée, ni une organisation de type fédération, comme c'est le cas, par exemple, pour les APAGE ou les PEP. Nous sommes une association, cette unicité est importante, mais nous sommes l'association des territoires, et donc la subsidiarité inversée s'impose. Notre management n'est donc pas centralisé, il est responsabilisé. En 2024, nous avons aussi voulu renforcer notre management par la confiance, on l'évoquait tout à l'heure, avec la mise en place de cadres territoriaux, ce que nous poursuivons pour justement aller vers ce choix managérial. C'est une réponse pragmatique dans un contexte qui est mouvant. Si demain on a un nouveau territoire qui s'ouvre, comment on va le gérer ? Si demain on ouvre un établissement en Ardèche, puisqu'on a une proposition de reprise d'un ESAT en Ardèche, comment on va le gérer ? Eh bien, il faut que notre système managérial, qu'on a commencé à bâtir il y a un certain nombre d'années déjà, il faut que notre système managérial soit suffisamment robuste pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir ouvrir de nouveaux territoires dans ce contexte. Il s'inscrit donc aussi dans un modèle de management rhizomique qui est décentralisé, mais interconnecté et organique. Vous savez, le rhizome, c'est cette plante qui s'étend sans avoir besoin de revenir à un tronc central. C'est-à-dire que chaque branche peut se développer et peut être nourricière pour d'autres branches. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller en termes d'organisation. C'est une structure vivante où la souplesse l'emporte toujours sur la hiérarchie et où l'intelligence collective devient le moteur du changement. Une richesse humaine irremplaçable. Dans bien des établissements, nos équipes ont tenu bon. Elles ont tenu bon par leur professionnalisme, par leur engagement, par conviction, parfois par sens du devoir. Mais je dois dire que le métier d'éducateur, c'est un métier très grand. Autrefois, on était éducateur par vocation. Aujourd'hui, on est éducateur par diverses voies. Mais si on n'a pas cette vocation de vouloir aider les autres, on ne travaillera pas dans un établissement qui fait 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut avoir envie d'y être, il faut avoir envie de faire des choses avec les enfants ou les adultes handicapés ou les personnes âgées. Et je pense que ce travail qui est fait par les professionnels mérite que nous prenions en charge et que nous les accompagnions dans de bonnes conditions de travail et que nous investissions là-dessus. Ça a été le cas à la fin de l'année 2024 avec la tribune, la manifestation que nous avons fait pour que chacun puisse bénéficier et que nous soyons financés du Ségur pour tous. Je vais ici rapidement donc balayer les activités principales de la direction générale, mettre un peu le focus d'abord sur la direction des ressources humaines qui est dirigée par Marie-Agnès Neuville, qui doit être quelque part là aussi dans la salle, et elle est là, vous voyez. Et donc Marie-Agnès, qui maintenant depuis presque une dizaine d'années a construit la direction des ressources humaines de l'ALEFPA et son accompagnement dans l'évolution de l'association. On est passé en une dizaine d'années, on a augmenté de 100% le nombre de personnes. Et de temps en temps, on arrive avec une idée saugrenue qui est de dire, tiens, on va en reprendre 650 dans un mois. Il faut faire les 650 contrats de travail, les 650 ajustements, etc. Et avec son équipe, elle répond toujours banco. Donc, en tout cas, moi, je la remercie. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Et donc, grâce à dans son service, on a un pôle prospective RH. Et on a pu anticiper les évolutions des métiers, améliorer nos dispositifs de recrutement. Aujourd'hui, les recrutements se font par Internet. Il y a des systèmes où on accueille les gens. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des job dating. On fait des job dating. On est très présent sur les salons. Et l'ALEFPA se débrouille pas mal pour recruter. On a pu affiner aussi nos processus de mobilité interne et moderniser nos outils d'évaluation. La mobilité interne, c'est un moteur. On a 4500 salariés un peu partout. Il y a quelques mois, j'étais en Martinique et une collaboratrice voulait présenter sa démission.
Je dis, mais pourquoi vous voulez démissionner? Il me répond, parce que avec mon compagnon, on va aller s'installer à La Réunion. Je dis, pourquoi vous postulez pas dans un poste à La Réunion? Ah bah vous en avez? Bah oui, on en a. Et on l'a mise donc en contact avec Moïse Fontaine, et ils ont discuté, ils ont échangé, et elle partira, je crois que c'est fait d'ailleurs, sur un poste d'éducatrice à La Réunion. Ça, c'est important, et ça, c'est une force aussi de l'association. On peut justement gérer ses talents, gérer ces éléments, et ça, c'est tout le travail des ressources humaines, et je salue ici l'ensemble des collaborateurs de la DRH, qui a travaillé donc sur un dialogue social renforcé. On a un bon dialogue social, ça se passe plutôt correctement. Ça garantit nos établissements et nos équipes d'une certaine stabilité, parce que quand vous avez un dialogue social un peu à hu et à dia, ça veut dire qu'il y a des tensions dans les établissements, et là, ça se passe très très bien. Et tout ça, ça bénéficie aux personnes que nous accompagnons. Aujourd'hui, donc la LEFPA, enfin fin 2024, aujourd'hui c'est un peu plus, on avait 4268 salariés et 101 enseignants. Et donc, et on avait parmi ces salariés 261 salariés en situation de handicap, 69% de femmes globalement parmi les salariés, et une ancienneté moyenne à 7 ans et demi. Et en 2024, on a franchi une nouvelle étape dans la consolidation de notre équipe RH, puisqu'on a développé le programme Oméga. On évoquait tout à l'heure les violences institutionnelles, qui a permis de former 131 collaborateurs à la prévention des risques professionnels. On a mis en place des cellules psychologiques. Quand vous êtes bousculé dans votre vie professionnelle, c'est important d'avoir une cellule psychologique à laquelle vous pouvez parler. Là, on va commencer, on travaille sur la prise en charge des violences faites aux enfants notamment, pour se garantir de risques qui ne sont jamais inexistants. Il y a toujours un risque de violence, de part ou d'autre. Mais il faut le savoir, il faut être capable de le maîtriser et de l'accompagner, et les ressources humaines y contribuent beaucoup. On a aussi, avec le dialogue social, renforcé les liens donc, avec la prise en charge du développement durable, puisqu'on y a au CSEC, on a constitué une commission RSE, on a signé 7 accords dans l'année, dont un sur le congé menstruel et l'autre sur la prime de partage de la valeur que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, donc, on a continué de refondre les outils de recrutement dans un excellent travail entre les ressources humaines et la communication pour pouvoir être plus visible et accueillir plus de gens. On a aussi digitalisé, alors ça paraît une phrase, on a digitalisé le DUERP. C'est pas facile à dire, mais on peut se dire c'est un truc, ça, c'est un outil. Mais c'est pire qu'un outil, parce que le DUERP, c'est quelque chose qui est très précis, très pointu, sur lequel il faut avoir beaucoup d'attention, et d'avoir réussi à le digitaliser au niveau de l'association, c'est quand même une force remarquable. Et donc, dans le monde de la fracture numérique que l'on vit actuellement, on a aussi la chance d'avoir un DSI, j'allais dire jeune et d'exception, mais il ne veut plus que je dise jeune. Parce que ça fait 10 ans que je le dis, et il se considère comme étant vieux, mais il ne voit pas ça à mon échelle. Donc Pierre Dubois-Desprez, qui fait de la LEFPA depuis une dizaine d'années une association qui est un peu en avance par rapport aux autres associations. D'ailleurs, il est régulièrement consulté par le ministère et par d'autres associations. Quand on entre dans une association qui veut faire un partenariat avec la LEFPA, la première chose qu'il demande, c'est est-ce qu'on peut utiliser votre DSI? Et donc, pas lui, la DSI. Et c'est souvent un argument. Et je pense que donc on a la chance d'avoir un système qui est robuste. On a résisté à je ne sais plus combien d'attaques régulièrement, quand d'autres ont subi une attaque qui les a bloqués pendant quelques semaines. Je fais un clin d'œil à nos collègues de l'entraide, puisque c'était un sujet il y a 1 an. Et ça, c'est vraiment tout un travail qui est mené de long terme, de la même manière sur le choix des matériels, sur la mise à jour des licences, sur les outils de pilotage professionnel. Donc c'est une intervention permanente. Il y a pratiquement 10 000 interventions qui sont faites chaque année par les services informatiques. Alors quand il intervient pour mon ordinateur, souvent ce qu'il me dit, c'est le problème, il est entre le clavier et la chaise. Et il touche l'ordinateur et il repart. On a aussi, en 2024, acheté 679 nouveaux ordinateurs pour mettre tout à jour le parc d'ordinateurs, ouvert 2500 lignes mobiles, connecté 300 sites
à notre infrastructure. Et là, on est en train d'essayer de travailler pour avoir des disques durs virtuels afin de sécuriser encore plus notre activité. On a aussi développé et déployé des outils collaboratifs. Microsoft Teams, aujourd'hui, il ne passe pas une journée où on n'a pas une réunion Teams, y compris avec, pour les liens avec les familles dans le secteur professionnel. Ce ne sont pas que les relations entre les professionnels, c'est aussi parfois entre les professionnels et les familles des personnes que nous accompagnons. Et enfin, on a aussi travaillé sur la fin du réseau analogique, en déployant plus de 250 équipements de téléphonie IP dans nos différents établissements, et rationaliser le fonctionnement et les dépenses liées à l'informatique depuis quelques années. Donc nous gagnons, voilà un service qui gagne de l'argent. Donc ça marche bien. Et chez nous, donc, on considère que le numérique, ce n'est pas qu'un outil. Ce n'est pas qu'un outil pratique, mais qu'un outil. C'est un outil de lien. Ça n'est pas un outil de déshumanisation, c'est un outil qui doit renforcer les liens entre les humains. Et ça n'est pas un gadget, c'est une condition de l'efficience et de la bientraitance. Et au-delà du travail que l'on fait vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis de nous-mêmes, je pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis des personnes que nous accompagnons. Elles sont souvent victimes de cette fracture numérique qui fait qu'aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas ses outils, celui qui n'a pas un smartphone, celui qui n'a pas un ordinateur, qui ne sait pas aller chercher sur Internet, ne serait-ce que pour payer ses impôts, subit une vulnérabilité qui vient souvent s'ajouter aux vulnérabilités auxquelles ils sont déjà victimes, dont ils sont déjà victimes. Et je pense que il faut qu'on travaille sur ce point, voir comment on peut parler d'autodétermination. Parce que si vous voulez parler d'autodétermination à des gens qui ne sont pas capables d'aller sur Internet pour remplir un formulaire pour trouver un boulot, ce ne sera toujours que des phrases. À partir du moment où on essaye de pouvoir, d'un autre côté, les aider à avoir accès à ces outils numériques, à se former, à utiliser les outils numériques, c'est le cas avec les MNA, souvent ils sont plus aguerris, mais on leur met à disposition des outils, les personnes dans nos foyers, je pense que c'est important. Et je crois qu'il faut aider les personnes à les maîtriser et en faire un outil d'inclusion pour les publics accueillis. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que, je rassure le président, j'arrive à la conclusion. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la LEFPA agit, elle pense, elle milite, et nous avons soutenu des projets inclusifs à Mayotte, à Océja, à La Réunion, à Tours, à Émoutier, dans bien d'autres endroits. Je citerai ici le projet de Cité de la Dignité à Saint-Martin, qui est un projet important pour les années qui viennent. Et cela se reflète d'ailleurs, si vous allez voir nos sites internet, si vous nous suivez sur les réseaux, parce que je pense que quand on est salarié, quand on est adhérent de la LEFPA, on est obligé de nous suivre sur les réseaux. Donc si vous nous suivez sur les réseaux, vous devez voir d'ailleurs les publications qui sont faites. Il se passe toujours quelque chose dans nos établissements, il se passe toujours quelque chose auprès des publics. Et je vous invite particulièrement à regarder les podcasts de Dig Dig Montgaillard. Donc allez voir sur Internet, c'est sur YouTube, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est sur YouTube. Donc c'est sur YouTube, vous cherchez Dig Dig Montgaillard et vous regardez. Vous n'arriverez pas à vous décrocher. Et donc en 2025, nous allons poursuivre le déploiement de notre stratégie pour 2023-2027, donc c'était notre projet associatif, avec une même ambition, une société à la hauteur de tous. Et alors que nous entamons la deuxième moitié de cette décennie, nous savons que les défis seront encore nombreux. Transition écologique, on doit faire un plan Marshall sur nos bâtiments, il va falloir rénover un certain nombre de bâtiments, ça va être indispensable, il va falloir faire un gros travail. On a, nous, la chance d'avoir à la direction générale un collaborateur qui s'occupe du patrimoine, qui s'appelle Sébastien Flambry, qui doit être peut-être là aussi, il est là, regardez, en plein milieu de l'amphi, et qui fait un énorme travail sur la rationalisation de notre immobilier, de nos contrats, etc. Et qui, accessoirement, ce qui me permet de le placer, fait du vélo et a fait avec moi l'Hilar de l'eau dimanche. Ouais. J'ai quand même réussi à le placer. Mais j'ai pas les chaussettes vélo, monsieur le vice-président. Et donc, je pense que la transition écologique, le vieillissement de la population, il faut qu'on en prenne compte, le vieillissement de la population handicapée. On a un projet en Guadeloupe pour faire un hébergement pour les personnes qui sortent de l'ESAT. Parce que quand vous avez 60 ans, vous sortez de l'ESAT, vous perdez votre place au foyer et vous allez où ?
Donc à Pointe-Noire, on discute avec la mairie, on a un terrain et on a associé une société HLM locale pour bâtir un béguinage. Alors on a appelé ça un béguinage, ce qui est quand même un clin d'œil pour des gens du Nord d'aller faire un béguinage en Guadeloupe, qui sera partagé avec la mairie pour elle-même accueillir des personnes de la ville qui sont ordinaires, alors que les nôtres, n'est-ce pas, chère Catherine, sont extraordinaires. Et nous avons aussi toutes les questions qui sont liées à la fracture sociale, à l'épuisement des modèles de solidarité. Et nous savons aussi que nous avons à l'ALEFPA les ressources humaines, les valeurs, les convictions, les savoir-faire, les moyens et l'expérience pour y faire face. On ne se contente pas de gérer. On pense, on propose, on milite. On veut défendre une société où l'accueil de l'enfant et de l'adulte vulnérable est une société où on a aussi le respect du corps âgé, la reconnaissance du handicap, et que tout ça, ce ne soit plus des options, mais que ce soit des évidences. Notre action est donc politique. Elle questionne les priorités publiques, elle interpelle les décideurs, elle propose des voies nouvelles, la responsabilité sociétale des associations, c'est aussi de rappeler que le soin, l'éducation, la protection ne sont pas des marchandises. Et qu'il faut qu'on travaille ensemble avec tous et avec toutes celles et tous ceux qui partagent notre ambition pour une société plus juste, plus respectueuse, plus inclusive. Je voudrais aussi dire, ce matin, dans Le Monde, il y a un article où il y a une ministre qui s'occupe de la protection de l'enfance. C'est un vrai sujet. 400 000 enfants sous protection de l'enfance. À peu près 45 000 enfants sont en foyer. Et cette ministre dit, et je l'ai montré à monsieur le vice-président, parce que je trouve que ça, de notre point de vue, c'est douloureux. Cette ministre dit, pour les enfants de l'ASE, il y a un continuum de violence entre la famille et l'établissement. C'est juste l'inverse qu'on essaye de faire. Il y a une volonté, il y a une ambition de reconstruction dans nos établissements. La violence ne fait pas partie des établissements, ou alors elle a une vision bétaramisée. Et donc, pour conclure, l'ALEFPA est solide, elle est humaine, et elle est résolument tournée vers demain. Et je voudrais terminer avec cette phrase de Paul Valéry qui dit « Il y a deux visions du monde, une qui morcelle et une qui unit. Nous avons choisi à l'ALEFPA, nous avons à l'ALEFPA fait le choix d'unir. » Je vous remercie.